Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon, aujourd'hui, on va pas faire beaucoup d'économies, il est vrai, mais on va quand même faire des stats. Euh, on va s'intéresser aux couples aléatoires. Et pour ça, on a besoin d'un outil qui s'appelle la densité jointe. Alors, quand on parle de couple aléatoire, ça ne veut pas dire qu'on mélange des torchons avec des serviettes ou qu'on marie des éléphants avec des carpes. Non, non, en fait, ça veut dire qu'on s'intéresse à des variables aléatoires qui vont par deux. Et en fait, si on s'intéresse à des couples aléatoires, c'est pas simplement parce que, en raison d'un désir bizarre, c'est en général parce qu'on s'intéresse à la relation éventuelle entre les membres du couple. Et ces couples aléatoires, ils ne s'intéressent pas qu'au pognon. Alors ça, il se peut que ce soit le cas. Par exemple, si vous vous intéressez à la relation entre le PIB par tête et l'espérance de vie, et en général vous allez trouver que c'est corrélé, et même en général vous allez trouver que la corrélation est positive, de fait c'est parce qu'avoir un peu plus de pognon, ça aide à vivre un peu plus longtemps. Surtout quand on utilise le pognon pour se soigner naturellement, et pour bien manger et pour bien vivre. Si vous n'utilisez le pognon que pour acheter de la drogue et des voitures de course, ça ne vous fera pas vivre plus longtemps. C'est pour ça que la corrélation n'est pas parfaite. Bon, mais c'est pas seulement une affaire de pognon, parce que les couples, c'est pas seulement des affaires de pognon, vous savez. Par exemple, on peut s'intéresser à la relation entre la pointure des chaussures et le quotient intellectuel, et en général, c'est pas corrélé. Disons que si c'est corrélé, c'est que vous avez dû faire votre enquête de manière un peu bizarre, et qu'il y a probablement un artifice statistique. Voilà. Donc en fait, quand on s'intéresse à des couples aléatoires, ça veut dire qu'on s'intéresse à deux variables aléatoires et qu'on s'intéresse à la relation entre ces deux variables aléatoires. Et l'outil pour étudier ces deux variables aléatoires, ça va être ce qu'on appelle une densité jointe, qui va être une fonction à deux variables. Et de cette densité jointe, on va inférer ou extraire des densités marginales, qui vont être les densités propres à chacune des variables. Il n'y a pas de raison de s'arrêter à deux variables. Après tout, c'est d'ailleurs pour ça que la métaphore avec le mariage ne tient pas tellement la route. On peut très bien s'intéresser à une densité jointe pour trois variables aléatoires, et donc à des triplets aléatoires ou à des quadruplets ou à des n-uplets de n variables aléatoires. Dans ce cas-là, on a une densité jointe qui est une fonction à n variables, dont on peut tirer n densités marginales. Mais avant de passer au cas général, on va déjà s'intéresser au cas où on a deux variables aléatoires. Et même si on ne va pas les caractériser, on va faire un exercice purement formel, mais parce que c'est pour acquérir le formalisme qu'ensuite on peut aller s'intéresser à des problèmes réels d'économie, par exemple. Bien, alors, notre exercice, il est le suivant. On nous donne une fonction de densité jointe. C'est quoi? C'est que si x et y sont positifs, alors la densité est OC, qui est une constante, exponentielle moins x plus 2y. Seulement, en fait, selon les valeurs de c, c'est pas toujours une densité. Donc justement, la première question, c'est qu'on va nous demander d'identifier la constante qui permet à cette fonction fxy d'être bien une densité. Et puis ensuite, une fois qu'on est sûr qu'on a affaire à une densité jointe, on va chercher à calculer les densités marginales pour savoir comment se comporte chacune des deux variables x et y. On va se demander si elles sont indépendantes. On va calculer la covariance. Et puis, comme c'est vraiment très bien, on va refaire la même chose avec une autre fonction à deux variables, dont on va encore se demander si c'est une densité jointe, chercher les valeurs des paramètres pour que ça, etc. Mais commençons par le commencement. Et le commencement, c'est la question qui n'est pas posée, comme à chaque fois, c'est essayer de comprendre de quoi qu'on cause. De quoi qu'on cause, c'est donc la fonction fxy de xy. Alors on met grand xy en majuscule pour dire que c'est la densité du couple aléatoire xy. Et les xy en minuscule, vous vous souvenez, c'est la valeur des observations. Donc on a une fonction qui est une constante fois exponentielle moins x plus 2y. Alors déjà, la première subtilité, c'est qu'on se représente la densité d'une fonction à deux variables en trois densités, en trois dimensions. Pardon. Pourquoi en trois dimensions? Parce que en fait, dans le plan, qui est le plan de votre écran, vous avez les valeurs possibles de x et de y, donc c'est bien pour ça qu'il faut un plan, et puis la valeur de la densité, c'est en fait l'altitude au-dessus du plan de votre écran. Donc normalement, vous devez voir en 3D un truc qui dépasse de l'écran. Bon, si ça ne dépasse pas, c'est pas que votre écran est en panne, c'est plutôt bon signe en fait. Mais donc il faut imaginer qu'il y a un truc qui dépasse de l'écran, et plus ça dépasse, plus la densité est élevée, donc plus il y a de probabilité d'avoir des points dans le voisinage de là où ça dépasse. D'avoir des observations dans le voisinage de là où ça dépasse. Alors là, vous voyez peut-être pas bien, mais l'idée quand même, c'est que puisque notre densité, c'est exponentielle moins x plus 2y, bah plus x et y sont grands, plus l'exponentielle de moins x plus 2y est faible, alors que si x et y valent 0, on a exponentielle 0, exponentielle 0, par convention, ça vaut 1.
D'accord? Donc en fait, notre densité, elle est maximale en 0, 0, et ensuite elle décroît au fur et à mesure que x et y augmentent. Et ce qu'on voit aussi, c'est que comme c'est x plus 2y, ça décroît plus vite pour y que pour x. Bien. Donc en fait, on doit avoir une espèce de machin dont le maximum est au point 0, 0, et qui part en pente vers l'infini, mais c'est un plan qui descend à la fois vers le x égale 0 et vers y égale 0. Ça descend en pente, mais la pente est plus forte quand on va vers les y que quand on va vers les x. Bon, et puis ce qu'il faut voir, c'est que dès que x est négatif ou y est négatif, là, on est bien dans le plan de l'écran, la densité est nulle, et donc c'est impossible de faire des observations quand la densité est nulle, donc quand x est négatif ou y est négatif. Je vais vous montrer ça, regardez ça sous un autre angle pour voir si c'est pas plus clair. Donc là, ce que vous voyez, c'est que en fait, alors l'axe des z, c'est celui qui apparaît comme une règle graduée. Donc ça, c'est l'altitude, c'est la valeur de la densité. Plus c'est haut, plus il y a de probabilité qu'on voit des points. Et oui, il y a une pointe justement, et la pointe, c'est bien pour x égale 0, y égale 0. Ça indique que c'est là que la densité est la plus forte. Et donc c'est dans cette région qu'on a le plus de chances de voir des observations. Donc c'est autour de 0, 0 qu'on a le plus de chances de voir des observations. C'est le contraire des stats, n'est-ce pas? Parce que en statistique, c'est plutôt vers 20 qu'on a des observations. Hein, enfin, les notes de stats, qui seront les vôtres à la fin du semestre. Si vous suivez les vidéos de stats pour l'économie. Bon, donc en fait, on voit que notre fonction, dont on n'est pas sûr que ce soit une densité, si c'était une densité, eh bien, elle nous dirait que on a plus de points vers x égale 0, y égale 0 que vers x et y qui tendent vers l'infini. D'accord? Et ça nous fait donc une jolie surface qui devient une surface en pente. Donc si vous regardez à nouveau le transparent d'avant, normalement vous devez avoir une piste de skatepark sur votre écran. Voilà. Enfin, avec pas mal d'imagination. Donc vous pouvez vous entraîner d'ailleurs à être le Tony Hawk de l'écran. Mais je ne vous suivrai pas. En effet, maintenant, on a vu à peu près ce que ça donnerait si c'était une densité, cette fonction. Mais pour que ce soit une densité, il faut que ça remplisse les propriétés d'une densité. Alors les propriétés d'une densité, en dimension 1, vous vous souvenez, c'était 1, il faut que la fonction soit non négative, et 2, il faut que la masse totale de probabilité sur toute R soit égale à 1. Si vous avez oublié ce que ça signifie, c'est que, je vous rappelle que comme une probabilité de 1, c'est la certitude, et comme l'intégrale de la densité, ça signifie la probabilité que la variable, ce qu'on observe, soit dans l'intervalle sur lequel on intègre, bah concrètement, dire que la masse totale de probabilité est 1, ça veut dire la variable est dans R. Bon, donc, quand on passe en dimension 2, la probabilité de non-négativité, il n'y a pas de raison qu'elle change, parce que dire qu'une densité est non négative, ça veut dire s'assurer qu'on ne va pas avoir des probabilités négatives. Parce que si elle était négative, en intégrant un machin négatif, on aurait des probabilités négatives. Ça, non. Donc, de la même manière, on veut s'assurer, 1, que la fonction est non négative, et 2, de la même manière, on a aussi la certitude que les variables dont on parle sont des variables réelles. Et donc, en intégrant la densité jointe sur R 2 fois, on obtient bien 1. En intégrant sur R, il faut faire une intégrale double. Il faut intégrer par rapport à x, entre moins l'infini et plus l'infini, et ensuite par rapport à x, par rapport à y, entre moins l'infini et plus l'infini. Ou le contraire d'ailleurs, d'abord par rapport à y, et ensuite par rapport à x, ça ne change rien. Vous n'avez peut-être jamais calculé l'intégrale double. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas plus mal, c'est pas plus difficile qu'autre chose, ça se calcule exactement comme des intégrales simples. La seule différence, évidemment, c'est que c'est un peu plus impressionnant. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. D'accord ? Je ne sais pas si vous savez, mais Einstein racontait qu'il y a une jeune femme qui lui avait écrit au début des années 40 pour lui dire qu'elle aimerait bien faire de la physique, mais qu'elle avait des problèmes en maths. Et Einstein, pour l'encourager, lui avait répondu « Oh, vous savez, j'ai des problèmes en maths qui sont probablement beaucoup plus graves que les vôtres. Beaucoup plus difficiles que les vôtres. » En effet, Einstein, il cherchait les mathématiques qui lui permettaient de donner une forme aux théories physiques. Bon, ce qui l'a emmené à considérer des géométries non euclidiennes et des machins comme ça. Donc effectivement, il avait des vrais problèmes de maths, à côté desquels nos stats sont simples, et c'est d'autant plus vrai. Bon, c'est pas une boutade, c'est pas une manière de vous dire « Ah bah oui, mais d'accord, mais Einstein, c'est des vraies maths. » Non, c'est pas ça, c'est que vous verrez que ce qui est simple, enfin, ce qui est étonnant dans les stats, c'est qu'on écrit des maths qui ont l'air compliquées, alors qu'en fait, comme on vérifie simplement que la masse de proba, c'est égal à 1. Et donc les calculs d'intégrale qu'on a à faire sont assez pépères. En revanche, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il se dit « Oh, vas-y, il y a des intégrales doubles, c'est la folie. » Ouais, enfin, bon. Vous allez découvrir que finalement la folie est à votre portée.
grâce aux statistiques. Bon alors, 1, montrer que la fonction est non négative. On se rappelle que la fonction dont on cherche à prouver que c'est une densité, c'est ça. On prend un couple aléatoire quelconque, enfin on prend un couple de valeurs quelconques dans R croix R. Si y est positif et x est positif, alors la valeur de la fonction, c'est quoi? C'est c exponentielle moins x plus 2y. Comme c'est une exponentielle, bah c'est du signe de c. Et donc c'est positif si c est positif. Donc si c est positif, il y a de bonnes chances que la fonction soit non négative. Le deuxième cas, c'est si on n'a pas en même temps x et y positifs. Donc c'est que soit on a x négative, soit on a y négatif, soit on a les deux négatifs en même temps. Et dans ce cas-là, la valeur de la fonction, c'est 0. Et 0, bah, c'est pas négatif. C'est supérieur ou égal à 0, puis c'est égal à 0. Donc en fait, quel que soit x, quel que soit y, tous les deux pris dans R, donc quel que soit le couple xy pris dans R croix R, ou R2 si vous voulez, R carré, eh bien, la valeur de la fonction est du signe de C, et donc supérieur ou égal à 0. Bien, chic alors. On a montré que la fonction était non négative quand C était non négatif lui-même. Bon, ça c'était facile. Maintenant, il reste le truc impressionnant qui est comment est-ce qu'on fait pour calculer une intégrale double chef. Eh bien, en fait, on va faire deux choses. La première, c'est que on va commencer par remarquer, bon, ce machin-là, c'est quoi? C'est en fait, on fait l'intégrale qui est à l'intérieur, donc on calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dx, ça nous donne une valeur, et puis après, cette valeur, on en calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini dy. Donc en fait, c'est deux calculs d'intégrale l'un après l'autre. Bon, et donc on peut déjà chercher le cas, enfin les configurations où on va avoir une fonction à intégrer qui sera nulle. Et ce qu'on voit, c'est que, effectivement, quand on n'a pas en même temps x positif et y positif, la fonction à intégrer est nulle. Donc dans cette grosse intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de moins l'infini à plus l'infini, y de moins l'infini à plus l'infini, en fait c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini pour x et y, plus l'intégrale où la première, là vous voyez, 0 à plus l'infini dy, moins l'infini à 0 dx. Bon, celle-là, elle est nulle parce que x est négatif. La suivante, c'est y qui est négatif, puisque l'intégrale de moins l'infini à 0, de 0 à plus l'infini dx dy, dx, il se rapporte, c'est l'intégrale du milieu, donc le dx pour la deuxième. Donc dx, il est sur 0 plus l'infini, et dy, il est sur moins l'infini 0, donc c'est y qui est négatif. De toute façon, l'intégrale est nulle. Et puis la dernière, c'est moins l'infini 0, moins l'infini 0 dx dy, x et y sont négatifs. Tout ça, toutes ces trois intégrales-là, on peut agréablement les barrer parce qu'elles ne valent rien, puisqu'en fait on intègre une fonction nulle. Si bien que notre grosse intégrale double, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de c exponentielle moins x plus 2y, dx dy, plus les autres qui sont des intégrales où on intègre la fonction 0, donc qui sont nulles. Bon, alors on a déjà fait, les trois quarts du boulot, d'accord? C'est-à-dire qu'on a déjà intégré sur des parties de R2 qui sont importantes, qui représentent concrètement les trois quarts de R2. Bon, évidemment, ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on vient de faire. Mais premier bon point, on se dit, l'intégrale c'est linéaire, puis c'est une somme. Donc on peut sortir le C. On a déjà avancé. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, mais comme il est évident, en fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x plus 2y dx dy, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord calculer celle qui est au milieu, là, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x plus 2y dx, et puis on remettra ça dans l'intégrale de 0 à plus l'infini de dy. On calculera l'intégrale de l'intégrale, on calculera l'intégrale dy de l'intégrale dx. Bon, donc ce qu'il faut calculer d'abord, c'est l'intégrale qui est dans l'intégrale, c'est-à-dire exponentielle de 0 à plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x plus 2y dx. Bon, et pour calculer une intégrale, vous savez, il faut disposer d'une primitive de la fonction qu'on intègre. Et là, il faut donc une primitive de exponentielle moins x plus 2y. Alors attention, parce qu'il y a des x et des y là-dedans. Et donc, le truc, c'est qu'on intègre dx. Donc on veut une primitive dx, on veut une primitive sur x, ou en x, ou par rapport à x, enfin comme vous voulez, mais... Donc, comme en fait notre fonction c'est exponentielle moins x, exponentielle moins 2y, d'accord, puisque
exponentielle moins x plus 2y, c'est un produit en fait de exponentielle moins x par exponentielle moins 2y. On va calculer une primitive assez simplement parce que ici, comme y ne varie pas, exponentielle moins 2y, c'est comme une constante. On pourrait l'appeler k, alpha, alif, ce que vous voulez. On peut lui donner un nom. D'accord, on peut même, c'est même un nombre à la limite. Donc en fait, ce qui nous importe, c'est de calculer une primitive de exponentielle moins x. Et si on a oublié ce qu'était une primitive de exponentielle moins x, bah on se souvient en revanche que la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et donc, la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, puisque c'est la dérivée de moins x qui est moins 1, fois la dérivée de exponentielle x, pardon, fois exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est la dérivée de moins x fois exponentielle moins x. Bon, bref, quand on écrit que la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, on écrit, de ce fait, que ce qui est à gauche est une primitive de ce qui est à droite. Ouais, mais on ne veut pas une primitive de moins exponentielle moins x, on veut une primitive de exponentielle moins x. Donc il suffit de multiplier par moins 1. Et donc là, encore une fois, on écrit que ce qui est à gauche est une primitive de ce qui est à droite, et donc que moins exponentielle moins x est une primitive de exponentielle moins x. Chic. Donc du coup, si on multiplie tout ça par exponentielle moins 2y, on a bien que exponentielle moins 2y fois moins exponentielle moins x, c'est une primitive de exponentielle moins 2y, exponentielle moins x. Donc du coup, on peut calculer notre intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale exponentielle moins 2y dx qu'on cherchait à calculer, eh bien, en fait, on remplace l'intégrale par le crochet avec la fonction dedans, et donc ça nous donne c moins exponentielle moins x moins 2y pris entre 0 et plus l'infini. Le crochet, en fait, ça n'est jamais que la différence des valeurs aux bornes. Comme c'est une différence, c'est linéaire, donc on peut sortir le signe moins, et donc on se retrouve avec moins c fois quoi? Fois exponentielle moins x avec x égale plus l'infini. Ah oui, mais là, pas de bol, ça n'existe pas, ça. Donc on va regarder la limite, quand x tend vers l'infini, de exponentielle moins x, exponentielle moins 2y. Quand x tend vers l'infini, moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc de fait, ce terme-là, ça va être 0. Et puis, on a ensuite exponentielle moins x, exponentielle moins 2y, pour x égale 0. D'accord? Donc c'est moins exponentielle moins 0, exponentielle moins 2y, et exponentielle moins 0, ou plus 0 d'ailleurs. Par convention, c'est 1. Donc la valeur du crochet, c'est moins c, puisqu'on a sorti le signe moins, 0 moins 1, donc moins c fois moins 1, c'est pas très compliqué, mais fois quand même exponentielle moins 2y, donc il nous reste c exponentielle moins 2y. Ouf. Donc on a calculé la petite intégrale, et la petite intégrale, c'est c exponentielle moins 2y. Donc parfait, il n'y a plus qu'à remettre ça dans la grosse intégrale. C'est-à-dire que la grosse intégrale, qui était donc exponentielle moins, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction jointe, on a donc dit que c'était en fait l'intégrale d'une intégrale qu'on a calculée. Cette intégrale qu'on a calculée, elle vaut c exponentielle moins 2y. Donc notre intégrale double, elle vaut simplement l'intégrale de c exponentielle moins 2y. Comme l'intégrale c'est linéaire puisque c'est une somme, on sort le c. Et donc il nous reste à calculer c fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 2y. Donc pour calculer ça, on a besoin d'une primitive de exponentielle moins 2y. Une primitive de exponentielle moins 2y, on va la trouver comme on vient de le faire. La dérivée de exponentielle y, c'est exponentielle y. La dérivée de exponentielle moins y, c'est la dérivée de moins y fois exponentielle moins y. La dérivée de moins y, c'est 1. Donc c'est, la dérivée de exponentielle moins y, c'est la dérivée de moins y fois exponentielle moins y. Donc la dérivée de moins y, c'est moins 1 fois exponentielle moins y moins exponentielle moins y. Ouf. Mais c'est pas exponentielle moins y qui nous intéresse, c'est exponentielle moins 2y. Donc dérivons exponentielle moins 2y, puisque la dérivée de exponentielle moins 2y, c'est quoi? C'est la dérivée de moins 2y, moins 2, fois exponentielle moins 2y. Ah mais pas de bol. Parce que là, on a écrit que ce qui était à gauche de l'égalité, c'est une primitive de ce qui est à droite.
Donc on a une primitive de moins 2 exponentielle moins 2y. Mais nous, on veut une primitive de exponentielle moins 2y. Donc on veut supprimer le moins 2. Si on veut supprimer le moins 2, il n'y a qu'à diviser par moins 2. Divisons donc de chaque côté par moins 2. Ou multiplions par moins 1,5 si vous voulez, c'est pareil. Donc ça nous donne que moins 1,5 fois la dérivée de exponentielle moins 2y, c'est moins 1,5 fois moins 2 exponentielle moins 2y. Moins 1,5 fois moins 2, c'est 1. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc là, on a bien effectivement que ce qui est à gauche de l'égalité est une primitive de ce qui est à droite, et c'est justement ce qu'on cherche. Donc on a une primitive de exponentielle moins 2y qui est moins 1,5 de exponentielle moins 2y. D'accord. Bon, donc il suffit de rapporter ça. C'est-à-dire, on peut écrire que c fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 2y, c'est c fois le crochet dans lequel on met la primitive qu'on vient de calculer. Comme il y a un moins dans le crochet, on sort le moins du crochet, puisque le crochet est linéaire, c'est une différence. Et donc, on a moins c fois un crochet qui vaut la différence entre les valeurs aux bornes du crochet. Donc, moins c fois 1,5 exponentielle moins 2 y avec y égale l'infini. Bon, ok, donc ça c'est la limite quand y tend vers plus l'infini de exponentielle moins 2y. Donc c'est exponentielle moins l'infini, donc c'est 0. Moins 1,5 de exponentielle moins 2y avec y égale 0. Ça, y égale 0, exponentielle 0, conventionnellement ça vaut 1. Bien. Bon ben on a donc qu'au total, ce qu'on a, c'est que notre c fois notre intégrale, c'est c fois 1,5. Puisque dans notre parenthèse, la limite elle vaut 0, et il nous reste 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. Donc on a moins c fois moins 1,5, c'est-à-dire c fois 1,5. Ouf. Qu'est-ce qu'on voulait déjà? C'est écrit tout en haut, c'est quand même le 5e transparent. On cherche à montrer que ce machin-là vaut 1. Ben pour que c fois 1,5 vaille 1, il suffit d'avoir c égale 2. Et dans ce cas-là, si c égale 2, alors quoi? Ben alors si c égale 2, ça tombe bien parce que c est positif, et donc on a démontré que si c était positif, la fonction était non négative. En outre, si c égale 2, l'intégrale de la fonction sur R2 vaut 1. Et donc on peut bien dire que c'est une densité. Ça tombe bien que ce soit une densité parce qu'on veut étudier un couple aléatoire, et pour avoir étudié un couple aléatoire, il faut une densité. Si ce n'était pas une densité, l'exercice s'arrêterait là. Donc en avant, maintenant qu'on sait qu'on a une densité, puisqu'on a une fonction non négative dans l'intégrale sur le support vaut 1, enfin même sur R2 vaut 1, on peut étudier le couple aléatoire XY. Et alors, pour étudier le couple aléatoire XY, on va s'intéresser à la loi marginale de chacune des variables. C'est la deuxième question. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi marginale? Dans le cas présent, c'est-à-dire c'est la densité marginale. Si c'est marginal, c'est pas juste parce que c'est bizarre. Déjà, c'était aléatoire, en plus c'est marginal. Moi, je trouve qu'on s'égare quand même dans des terrains un peu étranges. Mais en fait, non. La raison de la marginalité n'est pas à chercher dans les comportements étranges, c'est à chercher en fait dans la manière dont on présente les lois jointes et les lois des variables seules, j'entends. Peut-être qu'un jour vous avez étudié des couples aléatoires discrets. Quand vous étudiez des couples aléatoires discrets, vous représentez la loi jointe, on ne parle pas de densité jointe, vous représentez la loi jointe par un tableau. Par exemple ici, on étudie la variable, en gros, on étudie 2 caractères dans une population, on étudie les membres de cette population, hommes et femmes, ou mâles et femelles, si vous voulez, qui sont des beaux gosses, et ceux qui sont des dieux en stats. Bon, et qu'est-ce qu'on constate? Alors, en fait, ce sont des variables de Bernoulli, d'accord? C'est-à-dire que ceux qui sont, ou celles qui sont des beaux gosses, la variable vaut 1, c'est pas des beaux gosses, la variable vaut 0, c'est des dieux en stats, la variable dieu en stats vaut 1, c'est pas des dieux en stats, la variable vaut 0. Et on constate quoi? On constate par exemple que 95% de la population est telle qu'ils ont 0 en bogossitude et 0 en divinité statistique, et donc ils sont ni des dieux en stats, ni des beaux gosses. Ça, c'est une loi jointe, d'accord? Puisque d'ailleurs, au total, on constate qu'il y a 95 plus 4 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 100%. Donc on a bien décrit toute la population, c'est bien 100% c'est 1, d'accord? Donc c'est bien une distribution de probabilité. Là, c'est pas une densité, parce que justement, on cherche à illustrer par le cas discret l'origine du terme loi marginale, ou densité marginale. En fait, justement, dans ce cas-là, on va décrire les lois marginales en ajoutant au tableau une ligne et une colonne.
Donc par exemple, la loi marginale du beau gosse, elle va apparaître avec une colonne supplémentaire, parce que la bogossitude était en ligne, et la loi marginale de la divinité statistique, elle va apparaître avec une ligne supplémentaire, puisque la divinité statistique était en colonne. Donc par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que 1% de chance d'être un dieu en stats, hein, alors qu'il y a 4,5% de chance d'être des beaux gosses. Donc il y a des beaux gosses qui sont nuls en stats. Ça, vous le saviez déjà. Mais il n'y a pas de quoi se vanter. Donc voilà, les lois marginales, c'est juste parce qu'on rajoute des marges au tableau. Bon, et de la même manière, même si dans le cas continu, on a des densités et il n'y a pas de tableau, on a continué à appeler ça des densités marginales, même s'il n'y a pas de tableau, par habitude, par métaphore en quelque sorte. C'est la poésie des statistiques. Et alors, la définition de la densité marginale pour la variable x, c'est que c'est l'intégrale de la densité jointe sur y. Et je ne me suis pas trompé, hein. J'ai même mis en rouge pour être sûr qu'on captait le truc. Alors d'où ça vient ça? En fait, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'on se demande quelle est la probabilité qu'une personne tirée au hasard dans la population ne soit pas une belle gosse. Eh bien, en fait, dans ceux qui ne sont pas des beaux gosses, il y a ceux qui ne sont pas des beaux gosses et qui ne sont en plus pas des dieux en stats, ça c'est 95% de la population, et puis il y a ceux qui ne sont pas des beaux gosses et qui sont des dieux en stats. Donc un peu d'égard s'il vous plaît. Et ça c'est 0,5% de la population. Donc au total, il y a 95,5% de la population qui n'est pas beau gosse. Là-dedans, 95, c'est pas des beaux gosses et pas des dieux en stats, et 0,5, c'est pas des beaux gosses, mais c'est quand même des dieux en stats. Voilà, donc on voit bien que, en fait, si on veut avoir l'ensemble des gens qui ne sont pas des beaux gosses, dans l'ensemble des gens qui ne sont pas des beaux gosses, il y en a qui ne sont pas des dieux en stats et il y en a qui sont des dieux en stats. Donc si on veut avoir la proba du caractère x, faut faire la somme sur toutes les valeurs possibles du caractère y. De la même façon que si on veut savoir qui sont tous les beaux gosses, il faudra qu'on prenne les beaux gosses aux yeux bleus, les beaux gosses aux yeux verts, les beaux gosses aux yeux marrons, les beaux gosses qui n'ont pas d'yeux du tout. Et donc on voit bien qu'on somme sur l'autre caractère pour avoir la probabilité du caractère qui nous intéresse. Donc je ne me suis pas trompé en disant que la densité marginale de x, c'est l'intégrale de la densité jointe pour toutes les valeurs possibles de y. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors il n'y a plus qu'à quoi? En fait, il va y avoir deux cas quand même. Parce que si x est négatif, là je quitte totalement même la belgossitude et la divinité statistique, si x est négatif, ce qu'on sait c'est que la densité jointe, elle vaut rien du tout, et donc si la densité jointe, elle vaut rien du tout, on intègre une fonction qui vaut rien du tout, et ça vaut rien. Donc évidemment, si x est négatif, la densité marginale de x va être nulle. Ça c'est vite vu. En revanche, si x est positif, la densité marginale, elle n'est pas toujours nulle. Elle est nulle quand y est négatif, mais quand y est positif aussi, elle n'est pas nulle. Donc de fait, si x est positif, la densité, l'intégrale de la densité jointe, elle va s'écrire comme une somme d'intégrales, où on va distinguer le cas où y est négatif du cas où y est positif. Bien. Et puis évidemment, dans le cas où y est négatif, comme la fonction de densité jointe va être nulle, on va intégrer une fonction nulle, ça va donc rien nous donner du tout. Mais dans le cas où à la fois x et y sont positifs, on va intégrer entre 0 et plus l'infini, c'est exponentielle moins x plus 2y. Autrement dit, la valeur de la densité marginale de x, c'est 2 exponentielle moins x, c'est ce qui apparaît ici, hein. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 2y dy. Alors j'ai sorti le exponentielle moins x, puisque en fait on intègre des y, et donc exponentielle moins x, c'est une constante. Puisque ça dépend de la valeur qu'on a choisie pour x, pour intégrer. Bon, donc on a une intégrale. Pour intégrer, on cherche une primitive. Ah, puis ça tombe bien, parce qu'en plus, la primitive de exponentielle moins 2y, on l'a calculée il y a 3 transparents. Et c'était moins 1,5 exponentielle moins 2y, si vous vous souvenez bien. Donc, notre intégrale, on peut direct la remplacer par le crochet. Le crochet, d'ailleurs, on sait combien il vaut, puisqu'on a fait le même calcul tout à l'heure. Le crochet, il vaut 1. Et donc, de fait, il vaut moins 1, pardon. Et donc, de fait, le calcul complet de l'intégrale, c'est 2 exponentielle moins x. Si bien que la densité marginale de x, c'est quoi? C'est 0 quand x est négatif, et quand x est positif, c'est 2 exponentielle moins x. Et 2 exponentielle moins x quand x est positif, c'est une densité, vous pouvez le vérifier, vous pouvez intégrer, vous verrez, ça marche. Bien, voilà qui nous fait une belle jambe. Passons à la question suivante, qui est la densité marginale, cette fois-ci non pas de x, mais de y. Eh bien, ça va beaucoup vous étonner, mais c'est à peu près la même question. Sauf que ce coup-ci, au lieu d'intégrer par rapport à x,
on va intégrer, enfin, au lieu d'intégrer par rapport à y pour calculer la densité marginale de x, on va intégrer par rapport à x pour calculer la densité marginale de y. Si vous oubliez, souvenez-vous, l'ensemble des dingues, c'est les dingues à grand pied et les dingues à petit pied. Comme ça, vous vous dites, pour avoir la probabilité de quelque chose, j'additionne sur les autres caractères. Ou l'ensemble des gens qui ont un grand nez, c'est ceux qui ont un grand nez et des cheveux blonds, ceux qui ont un grand nez et des cheveux bruns, ceux qui ont un grand nez et des cheveux blancs, et ainsi de suite. D'accord ? Bon, voilà, c'est passionnant, mais ce qu'on sait, c'est que si y est négatif, la densité jointe est négative. Si la densité jointe est négative, quand on va l'intégrer, ça va donner rien du tout, et donc la densité marginale de y va être négative quand y va être nulle quand y va être négatif. Maintenant, quand y est positif, la densité jointe, eh bien, soit elle est nulle si x est négatif, soit elle n'est pas nulle si x est positif aussi. Et donc, de fait, on divise par la relation de Chasles l'intégrale en deux intégrales, de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. L'intégrale de moins l'infini à 0 vaut 0 puisque la densité jointe vaut 0 quand x est négatif. L'intégrale de 0 à plus l'infini vaut c exponentielle moins x plus 2y dx. Donc comme c'est dx exponentielle moins 2y, ça ne bouge pas, on peut le sortir de l'intégrale avec le c qui vaut 2. Et donc en fait, on se retrouve à intégrer entre 0 et plus l'infini exponentielle moins x. Il nous faut une primitive de moins x. Ça tombe bien, on l'a calculé il y a 3 transparents, ou 4 maintenant, c'était moins exponentielle moins x. Si bien que, en fait, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité jointe dx, c'est 2e moins 2y de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x dx. Ça, on remplace ça par 2e moins 2y, un crochet avec moins exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. La valeur du crochet, on l'a aussi calculée, et c'est aussi moins 1, si bien que la densité jointe vaut 2 exponentielle moins 2y quand y est positif. Et donc, on résume, la densité jointe, c'est 2 exponentielle moins 2y quand y est positif et 0 sinon. Bien, et ben on a les deux densités jointes. Donc maintenant, on sait à la fois comment se comporte le couple aléatoire et comment se comporte chacune des variables. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par la densité jointe quand on veut étudier la distribution de chacune des deux variables. On dispose d'un outil pour le faire directement, c'est la densité marginale. Et alors, en fait, en général, ces histoires de densité marginale, ça nous sert à passer à la question suivante, qui est est-ce qu'on a indépendance entre les deux variables? C'est une question fondamentale, puisque, comme on l'a vu, si on s'intéresse au couple aléatoire en général, bien sûr c'est un intérêt documentaire, mais c'est surtout pour étudier la covariation, la corrélation de ces variables. Bon, et donc une modalité de corrélation, c'est qu'il n'y ait pas de corrélation du tout, et donc que les variables soient indépendantes. Et puis les autres modalités, c'est qu'il y a de la corrélation, et que cette corrélation mérite d'être étudiée, parce qu'on voudrait comprendre pourquoi il y aurait de la corrélation. Bon, je vous rappelle les exemples que l'on s'était donnés au début. PIB par tête et espérance de vie, évidemment, en général, plus le PIB par tête augmente, plus l'espérance de vie augmente. Il y a des pays, si on représente PIB par tête, espérance de vie dans un plan XY, on va voir qu'on a une droite de régression et puis on a des pays au-dessus et en dessous. Bon, on va rentrer dans le détail, mais la corrélation, elle est plutôt positive. Globalement positive, comme disait un grand homme. Bon, et dans le cas présent, il y a la corrélation ou il n'y a pas corrélation? Alors, souvenez-vous, dans le cas discret, en fait, on disait qu'il y avait indépendance statistique, et c'est toujours vrai, si quoi? Si en fait la probabilité qu'on ait en même temps la première variable égale à x et la deuxième variable égale à y, si cette probabilité de l'événement conjoint, c'était en fait le produit des probabilités des événements simples, d'accord? C'est-à-dire x égale x et y égale y. Est-ce que c'est le cas ici? On va prendre un exemple. On va prendre par exemple le cas où x égale 1, c'est-à-dire on considère les gens qui sont à la fois des beaux gosses et des durs en stats. La probabilité d'être à la fois un beau gosse et un dur en stats, c'est 0,5%, nous dit la loi jointe. Et quand on fait le produit des lois marginales, on obtient 4,5% fois 1%, et 4,5% fois 1%, c'est 0,045%. C'est pas la même chose que 1,5%. Donc, il n'y a pas indépendance. Pourquoi il n'y a pas indépendance? Vous pouvez le voir comme ça. La moitié des durs en stats sont des beaux gosses. Alors qu'il y a seulement un beau gosse sur 9 qui est un dur en stats.
Et donc, de fait, c'est pas la même chose d'être un beau gosse et d'être un duo-stat. Il vaut mieux être un duo-stat, parce que vous avez une chance sur deux d'être un beau gosse. Alors que si vous êtes un beau gosse, vous n'avez qu'une chance sur deux d'être un duo-stat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, même si vous ne voyez pas, c'est pas très grave, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. Sinon que l'idée qu'en fait, il y a indépendance quand la loi jointe est le produit des lois marginales. Bon, alors dans le cas continu, il y a un théorème. Le théorème, en général, il n'est pas bien interprété. Alors, on va regarder, en fait, le corollaire. Le corollaire, c'est quoi? C'est qu'on va dire que, quand on a deux densités jointes, on va dire que les variables aléatoires associées à ces densités sont indépendantes si le support de la distribution il est rectangulaire et si la densité jointe peut s'exprimer comme le produit de deux fonctions, une de la première variable, une deuxième de la deuxième variable, et uniquement. Bon, alors pourquoi ça et pas le truc du dessus? Parce que dans le truc du dessus, il faut vérifier que c'est le cas pour tous les x et tous les y. Alors que dans le deuxième, on a juste à s'intéresser au support. Bon, alors support rectangulaire, qu'est-ce que ça veut dire que ce machin-là? En fait, vous verrez bien, vous allez comprendre ce que c'est qu'un support rectangulaire si je vous montre un support pas rectangulaire. Voilà, et après vous verrez qu'un support rectangulaire, ça va presque de soi. Bon, alors, prenons un support pas rectangulaire. Un support pas rectangulaire, c'est quoi? C'est une densité qui vaut 2 si on considère des points qui sont tels que x est positif, y est positif, et x plus y est inférieur à 1. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce charabia, en fait, vous voyez que on se replace à nouveau dans un plan, et la densité, c'est ce qui sort du plan, d'accord? Donc le plan de l'écran, c'est l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre votre couple aléatoire, et puis, plus il y a de l'altitude qui sort de l'écran, plus il y a de la probabilité. Dans le cas présent, en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les points du support, il y a la même densité partout, puisqu'elle vaut 2. Bon, pourquoi est-ce qu'elle vaut 2? Parce qu'en fait, on a dessiné un magnifique triangle dont la surface vaut 0,5. Et donc, pour que le volume total fasse 1, il faut une hauteur de 2. Pourquoi c'est un magnifique triangle? Un triangle rectangle en 0, 0. En fait, vous voyez, on prend tous les points, x supérieur à 0, y supérieur à 0, x plus y inférieur à 1. Donc en fait, c'est quoi? C'est comme si on avait le carré de côté 1 et on le coupait en 2. Donc un carré de côté 1, ça a une surface de 1, vous le coupez en 2, il n'en reste qu'un demi. Et pour avoir donc un volume de proba de 1, c'est ce que mesure l'intégrale, il faut avoir une altitude de 2. D'accord, mais pourquoi vous voyez bien que c'est pas rectangulaire, puisque c'est un triangle. Et aux dernières nouvelles, les triangles sont pas... Enfin, il y a des triangles rectangles, mais c'est pas des rectangles. Parce qu'un rectangle, ça a 4 angles, d'accord? Et ça a 4 angles droits en plus. Alors là, votre triangle, il a un angle droit, mais s'il a un angle droit, il ne peut pas en avoir 3 autres. D'abord parce qu'il n'en a que 3 en tout, et en plus parce que s'il a déjà 2 angles droits, il n'y a plus de troisième angle. Bon, stop. Un triangle, c'est pas un rectangle, je pense que ça, tout le monde capte. Et donc, de fait, notre support, il n'est pas rectangulaire. Et alors, où est le problème? Le problème, il est le suivant. Le problème, il est le suivant, c'est que vous voyez bien que ici, la densité marginale, en fait, il y a une probabilité non nulle que x soit égal à 1. Pourquoi? Parce que le sommet 1, 0, si vous voulez, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 0, c'est une des arêtes de notre... c'est un des sommets de notre triangle. Donc, il a une probabilité, il a une densité qui est non nulle. De la même façon, de l'autre côté de l'hypoténuse, vous avez le sommet 0, 1. Donc celui qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Et lui aussi, il a une densité, donc une probabilité non nulle. Donc c'est tout à fait possible d'observer x égale 0, d'observer x égale 1 ou d'observer y égale 1. Donc il y a une probabilité non nulle pour ça. Mais en revanche, c'est impossible d'observer en même temps x égale 1 et y égale 1. Pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez bien que la probabilité est nulle. Bon, concrètement, si x et y c'est des chromosomes, quand vous avez des enfants, vous pouvez avoir un garçon ou une fille. Mais en revanche, vous ne pouvez pas avoir un garçon et une fille en même temps. Et donc quand vous avez un seul enfant, le fait d'avoir un garçon ou une fille, c'est pas indépendant. Parce que si vous avez un garçon, vous n'avez pas de fille. Si vous n'avez qu'un seul enfant, j'entends. D'accord? Et si vous avez une fille, ça ne peut pas être un garçon. Alors après, elle peut changer, mais c'est l'un ou l'autre. Enfin, quand on a une définition exclusive qui est fondée sur le chromosome X ou Y. D'accord? Bon. Et donc là, vous avez typiquement un truc qui n'est pas indépendant. C'est-à-dire que comme votre support n'est pas rectangulaire, vous pouvez avoir X, vous pouvez avoir Y,
mais vous ne pouvez pas avoir en même temps x et y. Si vous avez x, c'est que vous n'avez pas y. Ben donc x et y ne sont pas indépendants. S'ils étaient indépendants, vous pourriez avoir l'un, l'autre ou l'un et l'autre. Mais là, vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas indépendant. Donc, pour que ce soit indépendant, il faut qu'on ait un support rectangulaire. Et pas un support triangulaire. Bon, alors question, est-ce qu'il est rectangulaire, mon support? Bah oui, il est rectangulaire parce qu'il est carré. Le support, c'est que x supérieur à 0, R+, y supérieur à 0, R+. Donc, mon support, c'est R+, au carré. Donc, c'est un carré. Et un carré, c'est un rectangle. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots, d'accord, mais un carré, c'est un rectangle, puisqu'un carré, ça a 4 angles droits. Alors qu'il y a des rectangles qui ne sont pas des carrés. Que ça, c'est un rectangle, et ça, c'est un rectangle, mais c'est pas un carré. Ça, c'est un rectangle, mais c'est pas un carré. Ça, c'est un carré et un rectangle. Et en fait, tous les carrés, ils ont 4 angles droits, et tous les rectangles, ils ont 4 angles droits, mais ils n'ont pas forcément les côtés tous égaux. D'accord? Bon, donc là, on a un carré, donc c'est un rectangle. Alors, c'est un rectangle un peu bizarre. D'abord parce qu'il est carré, et puis ensuite parce que comme il est infini, vous avez du mal à voir les 3 autres angles. Bah, écoutez, il a un angle, cet angle est droit, donc on ne va pas chercher midi à 14h, ça nous va. On a un support rectangulaire. Puis vous voyez bien qu'en fait, ça veut dire que l'espèce de truc bizarre qu'on avait tout à l'heure, là, où on pouvait avoir x égale 1, on pouvait avoir y égale 1, mais on ne pouvait pas avoir x égale 1 à y égale 1, bah là, on ne risque pas, parce que de toute façon, on a tout R, donc, enfin tout R2 en l'occurrence. Donc c'est bien rectangulaire. Ouf. Donc maintenant, le seul truc qu'on a à se demander, c'est s'il y a deux fonctions, l'une de x, l'autre de y, telles qu'on peut exprimer la densité jointe comme étant le produit de ces fonctions. Bon, c'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur parce qu'on a déjà expliqué que en fait, c exponentielle moins x plus 2y, c'était un produit. C'est c exponentielle moins x fois c exponentielle moins 2y. Donc de fait, c'est une fonction de x et une fonction de y. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si x est positif, si y est positif, alors la densité jointe, elle vaut c exponentielle moins x plus 2y, et c'est donc le produit d'une fonction de x par une fonction de y. Et si on n'a pas en même temps x positif et y positif, alors la fonction elle est nulle, et si elle est nulle, c'est un produit de deux fonctions nulles, qui sont y fois 0 et x fois 0. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi quand on a x positif et y négatif et ragnagna. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez g de x, qui est c exponentielle moins x quand x positif, et 0 quand y est négatif, si vous prenez h de y qui vaut exponentielle moins 2y, si y supérieur positif, et 0 si y négatif, ben, ça marche. Ça marche parce que si x et y positif, on retrouve. Hein, si x négatif et y positif, on a un truc qui est nul fois une exponentielle, ça nous donne un truc nul, donc c'est la même chose, et ainsi de suite. Bon, donc on est super content en fait, puisque le support de la distribution rectangulaire, il y a bien deux fonctions telles que la densité jointe s'exprime comme étant le produit des deux fonctions. Ça signifie que x est indépendante de y. Ça fait un drôle de couple, hein, mais l'indépendance dans les couples, c'est important. Hein. Bon, surtout quand justement ce qu'on cherchait à étudier, c'est quelle est la nature de la relation. Ben là, on a une relation d'indépendance. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça fait la relation d'indépendance? Eh bien, ça fait par exemple que la dernière question, ça va aller beaucoup plus vite. En effet, on nous demande de calculer la covariance. Cov, c'est pas contagieux, c'est pas mal, ça rend pas malade, bien au contraire. Bon, alors c'est quoi? En règle générale, la covariance, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. On n'a pas encore commencé à faire ça. Ce que vous pouvez supposer, c'est que l'espérance de xy, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xy fois la densité jointe, dx dy. C'est bon à calculer ça. Et bientôt vous le ferez. Seulement là, en fait, on n'a même pas à s'embêter avec tout ça, puisqu'on sait que si x est indépendant de y, ou y indépendant de x, mais c'est pareil, alors la covariance est nulle. Attention, la réciproque n'est pas vraie. Et quand je dis la réciproque n'est pas vraie, ça ne veut pas dire « Ah bon ? Ça veut dire que s'ils ne sont pas indépendants, si la covariance n'est pas nulle ?» Non, la réciproque n'est pas vraie, ça veut simplement dire que ce n'est pas parce que la covariance est nulle qu'ils sont indépendants. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, en tout cas, on n'a pas à s'intéresser. Ça, il y a un cours pour ça, avec des contre-exemples, tout ce que vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, pour résoudre l'exo, c'est juste de dire x est indépendant de y, donc la covariance est nulle, et comme ça, on n'a pas à calculer les intégrales doubles avec des xy dans tous les sens. Voilà. D'où d'ailleurs l'intérêt de connaître son cours.
Ça évite de faire des calculs fastidieux et qui ne servent à rien. C'est bien quand même les stats. Voilà, bref, merci de votre attention et à bientôt pour des nouvelles stats pour l'économie dans lesquelles il y aura peut-être un peu d'économie en plus des stats.